Mercredi 26 mars, amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans la nuit du sport sur Spectrum Télévision. Nous sommes au lendemain de la victoire des Lions indomptables par 3-1. C'était face à la Libye hier soir du côté de Yaoundé et le match comptait pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Les buts de Vincent Aboubakar et de Brian Bemo permettent ainsi au Cameroun de se relancer après le faux pas enregistré en Afrique du Sud de la semaine dernière face à l'Eswatini. Quelle appréciation faites-vous de cette rencontre? Le fauteuil de leader est toujours occupé par le Cap-Vert après les 5e et 6e journées de ses qualifications. Alors, le Cameroun a-t-il ou non son destin en main? Nos différents invités vont justement se prononcer là-dessus. Ils vont également s'exprimer sur la sortie des Lions indomptables à la veille de ce match, sortie qui visait à demander au ministère des Sports et à la Fédération camerounaise de football FECAFO d'enterrer la hache de guerre et de permettre aussi au sélectionneur Marc Brice d'avoir son assistant Joachim Mununga sur le banc de touche. Hier, ce n'était toujours pas le cas. Preuve que la fédération reste sur sa position. Et pour certains anciens lions indomptables comme Serge Branco que vous écouterez tout à l'heure, cette sortie de Vincent Aboubakar et ses coéquipiers n'a pas du tout sa place. Ce sera en deuxième partie de cette émission consacrée au débat, juste après la première partie qui est évidemment consacrée à la pause d'actu. Et on aura l'occasion de parler judo, cyclisme et évidemment de l'acquittement en appel des ex-dirigeants du football international, Seb Blatter et Michel Platini. Nos invités sur le plateau, 3 sur 4 déjà présents. Colbert Yompan, journaliste avec nous ce soir. Colbert, bonsoir. Bonsoir. Lydie, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de STV. Toutes mes excuses à ces téléspectateurs pour tous les rendez-vous manqués. Ce n'est pas faute de ne m'avoir invité, mais l'homme propose et Dieu dispose. Aujourd'hui, je suis là et je suis sûr que nous aurons un très bon moment d'échange et que je saurai ipso facto me faire pardonner. D'accord, merci en tout cas d'être là. Martin Billet-Tanga, entraîneur de football, est également sur ce plateau. Martin, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Et Jérôme Bango, agent de jeu, est avec nous aussi. Jérôme, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir aux panélistes, bonsoir aussi aux millions de téléspectateurs qui aiment bien votre chaîne par rapport au sport. Bonsoir. Merci bien Albert Adangana Fouda, journaliste, est attendu sur ce plateau. Et sans transition, on démarre par la pause actu et c'est avec le judo pour ouvrir cette première partie de l'émission. Après l'ouverture de la saison sportive récemment du côté des Déa dans la Sanaga maritime et le kimono d'or à Yaoundé, la ville de Douala s'apprête à accueillir le championnat national junior et senior. La compétition est prévue du 4 au 6 avril du côté de la gare de Bessengue, ici dans la cité économique. Et dans l'extrait qui va suivre, le président de la Fédération camerounaise de judo présente la compétition de Douala. Dans la foulée, il parle aussi des préparatifs du championnat d'Afrique de judo prévu en Côte d'Ivoire le mois prochain. Écoutez Maître Alain-Christian Kinguet dans cet extrait. Dans un court instant, on pourra voir l'extrait du président de la Fédération camerounaise de judo, Maître Alain-Christian Kinguet, je disais tantôt, qui parle du championnat national junior et senior prévu début avril, ici même dans la ville de Douala. Il est également question de parler des préparatifs du championnat d'Afrique de judo, championnat prévu en Côte d'Ivoire le mois prochain également. On peut avoir justement cet extrait du président de la FECA Judo. Une sortie de Lions indomptables qui demande Est-ce que c'est possible au niveau de la réalisation d'avoir la réaction? Disons qu'après ce premier périple... Non, c'est pas ça. Une sortie de Lions indomptables qui demande... Nous serons du 4 au 5 avril du côté de Douala.
dans le hall central de la gare de Bessenguer pour la compétition intitulée le championnat national junior et senior du Cameroun, qui est la compétition majeure dans cette catégorie d'âge, afin comme ça de déterminer le titre de champion du Cameroun dans cette catégorie. Et c'est une compétition aussi qui nous servira de deuxième galop d'essai après celle des DA pour pouvoir sélectionner les meilleurs athlètes qui représenteront le Cameroun au championnat d'Afrique qui sont prévus du 24 au 28 avril du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est une compétition très très importante et nous avons fait quand même une petite tournée entre-temps dans certains clubs, dans certaines régions et nous nous rendons compte que le travail est acharné et que les athlètes sont vraiment concentrés et que c'est un défi majeur pour tous ces athlètes qui sont en train de se préparer de manière très sérieuse. Ensuite, en marge de cette compétition, quand même, le 6 avril, nous aurons également le passage de Dan, de la première à la 5e Dan, c'est le passage de ceintures noires, ceux qui quittent de la classe des ceintures marron pour aller chez les ceintures noires et ainsi de suite, ceux qui sont déjà ceintures noires, qui essaient de passer un grade supérieur, du moins un degré supérieur, premier, deuxième, troisième, quatrième Dan et 5e Dan. Donc voilà un peu comme ça ramassé le programme qui sera fait ce week-end du 4 au 5 avec la compétition sur le tapis proprement dit et le 6 le passage de Dan. À l'issue de cette compétition, nous allons entrer en stade interne, mais il est à préciser que depuis EDA ou du moins avant EDA, même les athlètes étaient en période de stage externe, c'est-à-dire c'est des périodes de semi-bloqués où les athlètes s'entraînent de manière constante ou du moins par répétition avec des jours bien précis en semaine afin comme ça de garder un certain niveau de forme et de performance. Et à l'issue du championnat du Cameroun, justement, nous allons maintenant sélectionner les 2 ou 3 athlètes par catégorie qui entreront en stage bloqué interne intensif afin comme ça de faire la ligne droite de préparation pour les championnats d'Afrique. Donc voilà, ce stage va durer environ 10 jours avant le départ pour Abidjan en Côte d'Ivoire qui est prévu entre le 22 et le 23 avril. Donc l'objectif majeur de cette compétition, c'est d'avoir au moins 2 titres de champion d'Afrique. Nous avons déjà eu un titre l'année dernière du côté du Caire en Égypte avec Sophie Bellarichel en étant pris 78 kilos. Il est question pour nous de conserver ce titre et puis d'en ajouter un. Maintenant, si on ne peut pas en ajouter un, il faudrait au moins qu'on garde ce titre. Vous savez qu'il n'avance pas recul, mais nous sommes là pour avancer. Vous savez, le judo au Cameroun est dynamique. Nous sommes dans ce dynamisme, dans cet avancement où nous sommes amenés à aller à la haute performance. Et pour réussir à la haute performance, il faut véritablement qu'on marque des points en faisant des résultats positifs, des résultats de haute performance. Donc pour nous, c'est de placer au moins 3 ou 4 gars dans les finales et d'avoir minimum 2 titres de champion d'Afrique. C'est ça tout à l'honneur du Cameroun. Le stage sera précisément à Yaoundé. Nous avons nos sites d'entraînement. Il y a le dojo national, il y a le club Panthers à Bastos, il y a les sites outdoor, c'est-à-dire en extérieur, du côté du Matico, du côté du Palais des Congrès, du côté de l'Université de Yaoundé 2 à Soie. Donc voilà les principaux sites qui ont été retenus. Et puis nous avons une salle de musculation que nous allons aussi utiliser pour les parties de préparation physique également et d'autres formes de travail en dehors de tatami. Et puis ce stage, comme je l'ai dit tantôt, il va durer une dizaine de jours. Donc il va commencer d'ici le 12 avril 2024 pour s'achever entre le 21 et le 22 avril. Voilà, c'était Maître Alain Christian Kingé, le président de la Fédération camerounaise de judo, qui revenait évidemment sur le championnat national junior et senior prévu dès le 4 avril, ici même à Douala, et évidemment les préparatifs aussi du prochain championnat d'Afrique de cette discipline prévu en Côte d'Ivoire. On parle cyclisme, 21e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Cela se prépare aussi. Hier, mardi 25 mars, la Fédération camerounaise de cyclisme a achevé une mission d'inspection et de reconnaissance du parcours du Tour à Garoua. C'est dans la région du Nord. Occasion pour le président Honoré aussi d'échanger avec les autorités administratives de Garoua afin de s'assurer que celles-ci mettront tout en œuvre pour une bonne organisation du passage du Tour à Garoua. Écoutez à ce sujet quelques précisions du président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi. Oui, disons qu'après ce premier périple, parce qu'il y en aura encore d'autres, nous sommes satisfaits de la fédération. Nous avons pu visiter toutes les localités qui vont voir passer le Tour du Cameroun. Ce soir, nous sommes à Garoua, où nous venons de finir l'entretien avec monsieur le maire de la ville. Nous osons croire que le travail que nous avons fait va nous permettre d'avoir des résultats positifs
dans l'organisation de la compétition de la 21e édition du Tour du Cameroun. Nous allons également revenir dans ces localités, vous n'en doutez pas, je l'espère, pour travailler les derniers détails. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 2 mois de la compétition, mais nous allons monter en puissance pour que les derniers jours soient bien calibrés, pour que la première étape qui aura lieu à Maroua soit bien organisée, que les choses se passent très bien, pour que cette course connaisse un succès populaire à nul autre pareil. Bon, le tracé a connu beaucoup d'innovation. Je vais commencer par la deuxième étape, qui ne sera plus celle que nous connaissons tous. Initialement, nous partions de Figuil à Garoua. Cette fois-ci, nous irons de Maroua à Figuil. Ça, c'est une innovation de taille. Nous pourrons montrer aux Camerounais cette belle route qui a été restaurée par l'État du Cameroun. Nous allons, après cette deuxième étape, revenir dans la très belle ville de Garoua pour organiser la troisième étape. Là également, il y a eu une espèce de modification. Le critérium ne va pas passer dans les mêmes artères que la dernière fois. Il y a une modification qui fait en sorte que un tour, au lieu de faire 7 km, fera 10 km. Et on en fera 8 tours pour faire 80 km de circuit. Après cette troisième étape, l'équipe, les coureurs et toute l'organisation vont mettre le cap sur Yaoundé pour attaquer la troisième étape, ou alors je devrais dire la quatrième étape, qui ira de Yaoundé à Bafia. Après cette quatrième étape, il y aura encore une nouvelle étape qui ira de Ntonga à Bangante et de Bangante à Ntonga. Là, c'est une étape qui ne figurait pas dans nos cahiers, mais qui a été mise en place par les fins limiers de la Fédération camerounaise de cyclisme. Après cette cinquième étape, nous allons mettre le cap sur la sixième étape qui ira de Kompina à Limbe. Là également, c'est une innovation. Les années passées, nous allions souvent prendre le départ de cette étape à Douala. Cette fois-ci, on a décidé, avec l'équipe technique, de commencer par Kompina pour joindre la ville de Limbe. Après cette étape, on va rentrer à Douala où on va séjourner. Aussi président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Et on en vient à cette actualité du football sur le plan international, notamment judiciaire, actualité marquée par l'acquittement en appel de Sepp Blatter et de Michel Platini. Hier mardi, la Cour d'appel extraordinaire du côté de la Suisse a confirmé l'acquittement déjà prononcé en 2022 de l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, et de son homologue de l'UEFA, Michel Platini, épinglé pour escroquerie dans l'affaire du paiement de la somme de 2 millions de francs suisses effectuée en 2011 aux Français. Les deux hommes sont donc acquittés des chefs d'escroquerie, de gestion déloyale, d'abus de confiance et de faux dans les titres. Il n'y a pas eu d'acte pénalement répréhensible, a conclu le tribunal, selon donc les avocats. Alors, Colbert Yompan, quelle analyse peut-on faire justement de cette issue de l'affaire? Malheureusement, cet acquittement arrive très tard. Blatter, à son âge, a déjà donné ce qu'il pouvait au football. Platini, 69 ans, qui avait espéré que si ces affaires-là avaient été bouclées vite, il aurait encore espéré, par exemple, l'année dernière, en mars 2023, challenger Infantino à la présidence de la FIFA. Malheureusement, ça arrive à 69 ans, pendant que même le dernier espoir qu'il y avait à être président de la Fédération française de football, aujourd'hui, ces espoirs-là se sont amenuisés. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la mafia du football. L'affaire commence en 1998.
Yao Avalanche est depuis 24 ans président de la FIFA. Il prépare Blatter pour le remplacer. Et Leonard Johansson, qui est depuis 90 président de l'UEFA, ne voit pas ça d'un bon oeil. Il challenge Blatter. Blatter, bien qu'ayant le soutien d'Avalanche, doit quand même s'entourer de poids lourds pour ne pas risquer de perdre l'élection. Déjà, quand on voit le résultat 110 contre 80 environ, ce n'est pas comme si c'était ridicule pour Johansson. Donc, il prend Platini, qui était coprésident de la Coupe du Monde en France. Les élections ont lieu en France en marge de la Coupe du Monde en France. Il prend Platini, qui était coprésident avec Fernand Sass de la Coupe du Monde en France. Ils font un joker gagnant. On pense que Platini sera secrétaire général de la FIFA, mais il fait de Platini son conseiller spécial. Et à partir de ce moment, Blatter, déjà plus armé dans les rouages du football business, se méfie déjà de Platini parce qu'il sait que Platini a un devenir dans le football. Il fait donc de Platini son conseiller spécial et ils font un handshake. Il n'y a pas de contrat. Platini est rémunéré et à partir de 2002, Platini lui aussi prépare déjà son après et entre au comité exécutif de la FIFA et de l'UEFA, les deux la même année. Il a un gentleman agreement avec Blatter qui dit que Blatter fera 2 mandats à la FIFA et lui passera le témoin, mais le gentleman agreement n'a d'importance que pour ceux qui y croient. Blatter, à partir de 2005, prépare Platini plutôt à prendre l'UEFA. Ça veut dire pour lui, s'il met Platini à l'UEFA, il se sera séparé de Johansson, qu'il n'aime pas, et qui est un concurrent naturel, qu'il a déjà concurrencé 2 fois à la tête de la FIFA. Il se débarrasse de lui et il se débarrasse aussi de Platini, qu'il ne veut pas voir à la tête de la FIFA. Donc en 2007, avec le soutien de Blatter, Platini bat Johansson et prend la tête de l'UEFA. Sauf que le but ultime de Platini, c'est de prendre la FIFA et le but ultime de Blatter, c'est de rester à la tête de la FIFA. Pour brûler les étapes, en 2015, ça se gâte entre les deux. Platini est farouchement opposé à la candidature de trop de Blatter à la tête de la FIFA. Déjà en 2011, donc il y a ce fameux virement. Platini a arrêté les services depuis 2002 comme conseiller de Blatter et c'est en 2011 qu'on lui paye le solde de son agent. Le contrat n'était pas écrit, il était verbal. Et en 2011, rappelez-vous que Platini était président de l'UEFA. Il avait un salaire et il a quand même perçu un salaire qui lui a été versé sans déclarer. Voilà ce qui lui est reproché. En 2015, donc, Blatter fait fuiter les papiers de ce virement-là pour écarter complètement Platini de la tête de la course à la FIFA. Sauf qu'entre-temps, il y a donc le FIFA Gate avec l'entrée en liste des Américains qui emporte aussi Blatter. Et Platini se dit, voilà la bonne occasion pour moi pour prendre la tête de la FIFA. Il est directement candidat à l'élection de la FIFA d'après Sepp Blatter, sauf que cette affaire-là, où, curieusement, l'accusé, c'est Blatter, et le témoin assisté, c'est Platini. Sauf que celui qui est visé dans l'affaire, c'est le témoin assisté, ce n'est pas l'accusé. Puisque Blatter sait que dans tous les cas, ça va m'emporter, mais je n'ai plus rien à foutre dans cette histoire. Mais je n'y vais pas seul. En tombant, je vais mourir avec Platini, et cette affaire éclabousse Platini. La commission d'éthique de la FIFA suspend de façon conservatoire Platini et Blatter à 90 jours, 3 mois. Après, ils sont suspendus en appel 8 ans, sanction qui sera réduite à 4 ans. Ça, c'est le côté sportif qui élimine Platini. Quand Platini sait donc
qu'il n'a plus d'avenir à la FIFA, il a encore un deuxième gentleman agreement avec Gianni Infantino. Il lui dit, j'étais candidat, je devais remporter, tu étais mon secrétaire général à l'UEFA, tu prends le relais à la FIFA, tu balais ces histoires-là et tu ouvres la voie pour moi, tu fais un intérim de 2 ans, tu ouvres la voie pour moi. Sauf que dès le jour où Infantino arrive, il empire la situation et voilà, l'affaire quitte le sportif pour aller aussi au civil. Donc ils sont attaqués par le tribunal suisse dans un volet pénal. Pour les chefs d'accusation que Lydie a évoqués. C'était cette affaire-là qui a donc continué jusqu'à être vidée d'abord en 2022, en première instance, et maintenant en appel. Mais l'appel arrive trop tard. Rappelez-vous qu'au jugement en appel, la FIFA n'a même pas jugé nécessaire de s'y présenter parce que l'important pour la FIFA était de jouer sur l'usure, de faire réélire Gianni en 2023, sachant qu'après, Platini ne pourra plus rien. Ils sont réélus, ils ne sont même pas allés en appel. Donc, le jugement, c'est simplement pour l'honneur de Blatter et de Platini. Pour Blatter, ça ne lui sert à rien de Platini, mais honneur qui, sur le plan du sport, pour une reconversion, il est trop tard. Et on a vu à la sortie, lorsque le verdict a été prononcé, Platini qui continue de dire qu'on a tout fait pour m'empêcher d'être président de la FIFA. Oui, puisque c'est une vérité. Puisque quand l'affaire... La première chose, c'est que c'est Blatter qui sort le dossier pour écarter Platini. Et quand Platini voit venir, il prépare Gianni pour prendre la relève. Quand Gianni arrive, il sort plus de dossiers que ce qu'il y avait avant contre Platini. Et Platini, rappelez-vous que Platini avait fait la tournée des États qui le soutenaient pour presque adouber Gianni Infantino. Mais Gianni, lui, il s'est complètement débarrassé. Donc il a raison de dire qu'on a tout fait pour l'empêcher d'être président de la FIFA. Lui aussi, il sait que dans le football business, tous les coups sont permis. Vous voyez qu'un dossier qu'on sort en 2015, Blatter le préparait depuis 1998. Depuis le jour où il a fait de lui son conseiller, il prépare des casseroles qu'il sortira contre lui. Blatter à l'époque avait dit, j'ai 11 dossiers contre Platini, mais je suis surpris que dès le premier dossier qu'il tombe. Alors peut-être un commentaire, Martin Biletanga, sur cet acquittement de Sepp Blatter et Michel Platini. Bon, à l'évidence, Platini malheureusement ne pourra plus concourir. Et lui-même d'ailleurs au prononcé du verdict, il a dit que ce qui avait été mis sur pied, c'était pour l'empêcher d'être président de la FIFA. Je pense que les explications que Claubert vient de nous donner là sont suffisamment édifiantes sur ce plan. Platini, il arrivait comme après avoir été un très grand footballeur. Rappelons-nous que c'est le premier footballeur à avoir remporté 3 fois d'affilée un ballon d'or continental, donc 83, 84 et 85. Donc il a remporté le ballon d'or et puis il a été sélectionneur de l'équipe de France qu'il a eu à mener à l'Euro 92 et après ça il est devenu beaucoup plus administrateur. Donc il essayait d'être administrateur dans le football. Donc je pense qu'il avait de hautes ambitions dans le football, notamment arriver jusqu'à la tête de la FIFA. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Donc, mais au moins, son honneur, on va dire comme ça, peut être un peu sauf. Donc, il a compris le pourquoi de toutes ces batailles. Et Colbert faisait bien de rappeler que c'est la mafia, la grosse mafia dans le foot. Alors, Jérôme Bangon se rappelle que l'enquête avait été ouverte le 25 septembre 2015 contre Blatter. Il a fallu attendre 10 ans. Hier, le 25 mars 2025, pour arriver à cet acquittement en appel aussi. Oui, l'idée, lorsqu'on suit le déroulé de Colbert, on essaie de tout comprendre. Il faut tout simplement rappeler que dans le football business, tous les coups sont permis. Parce qu'il faudra aussi rappeler que lorsque Sepp Blatter
prépare Platini comme son conseiller spécial, il sait déjà qu'il doit à un certain niveau le punir si jamais ça arrive. Parce qu'il sait que Platini venait en même temps le bousculer avec des esprits. Donc il savait à quel niveau il devait piéger Platini, à quel niveau plus tard, si jamais Platini aspire à prendre son poste, il pouvait le couler. Parce qu'il faut dire que lorsqu'il décide de verser à Platini 2 millions de francs suisses, sans contrat, il faille énormément justifier. Lorsqu'on est dans une grande administration comme la FIFA, il faut toujours faire les justificatifs des dépenses. Lorsqu'il décide de lui faire ce virement sans justificatif, il est normal que plus tard, que ça se relève et que les gens essaient de justifier le pourquoi de versement de ces 2 millions de francs suisses. Maintenant, arrivé à ce jour, il faut dire, est-ce que ça a été un acquittement aussi paisible pour les deux côtés? Oui, peut-être pour Blatter, puisqu'il est déjà assez âgé et qu'il avait besoin de ce verdict-là. Mais rappelons ici là que... Ces affaires peuvent reprendre maintenant. Rappelons ici là que le ministère public de la Confédération suisse, qui n'était pas déjà au procès en appel via la couverture de la FIFA, parce qu'elle avait tout simplement décidé que c'était un fait qui leur avait été reproché. C'est-à-dire que l'abus de confiance... Et gestion déloyale, voilà, escroquerie, voilà, et était fait à dessein pour qu'ils soient allés en appel, pour qu'ils n'aient pas toujours le temps, pour qu'ils ne se rapprochent pas des élections, parce qu'il fallait au maximum retarder certains verdicts, parce qu'il faut déjà dire que lorsque la décision a été rendue en 2022 par le tribunal de première instance, et qui les avait condamnés à quelques mois avec souci, et voilà, ils ont fait appel, sachant bien le fond du dossier. Donc il faut dire que dès mardi hier, lorsque la décision a été rendue et qu'il a été demandé qu'on les indemnise chacun un peu d'argent, espérons tout simplement que ça a pu, je veux dire, remettre à l'équilibre ou alors à titre compensationnel pour Platini ou alors pour Blatter. Comme je dis, Platini avait des grosses ambitions au niveau de la FIFA. Mais vous voyez, même comme si ça s'est passé aussi au Cameroun, vous savez ça, qu'on avait souvent prédit que le président actuel avait soutenu l'ancien président, et puis lorsqu'il voulait revenir aux affaires, ça a été difficile. Donc c'est ça le football business. Il ne faut pas toujours s'attendre que celui qui vous pousse dans les devants de la scène veut automatiquement que vous éternissez au poste. Non, parce que chacun aspire plus tard aussi avoir le titre ou alors le chapeau de chef. Donc voilà un tout petit peu la scène, mais il faut dire que jusque-là, est-ce qu'on pourra encore faire appel? Mais je crois que non, parce que en même temps, comme je disais, le ministère public de la Confédération suisse déclarait que si la décision matérielle n'avait pas été rendue, afin de voir les raisons pour lesquelles ils ont été acquittés, peut-être qu'ils pourront faire appel, peut-être non, mais je crois que ça a assez duré pour que ça mette à l'écart Platini, déjà de par son âge, et Blatter, parce qu'il faut dire, il aurait bien compris que après l'affaire FIFA Gate, qu'il est bien temps de s'éloigner du football et d'être observateur. Est-ce que quand même, pour terminer sur la question, c'est un peu regrettable, Colbert, de voir cette sortie de ces grands dirigeants-là du football, de cette façon, quoi? Bien évidemment, avant de répondre directement à votre question, je voulais préciser 3 petites choses. Donc, sur l'appel, comme Jérôme a dit, ils ont encore la possibilité de faire appel devant la Cour de cassation, mais l'appel devant la Cour de cassation n'est plus comme un appel devant le tribunal d'appel. Devant le tribunal d'appel, on reprend le jugement à 0. Donc c'est comme si c'est un nouveau procès. Devant la Cour de cassation, on regarde certains points juridiques de la chose pour voir si dans la procédure, toutes les règles ont été respectées. Donc ce n'est plus exactement la même chose. La seconde, c'est préciser aussi qu'il y avait 2 procédures. Il y avait 2 procédures parce qu'il y en a qui demandent qu'est-ce qu'on avait fait de 8 ans de suspension réduit à 4 ans. Ça, c'était le côté de la commission d'éthique. Et ce n'est pas exactement la même chose qu'on était en train de juger.
La commission d'éthique et la commission d'appel à l'époque avaient estimé pour Platini qu'étant président de l'UEFA, ayant reçu un virement de 1,6 million d'euros, dont 2 millions de francs suisses, ne pas le déclarer voudrait dire qu'il a manqué à son devoir d'éthique. Oui. Non pas qu'il soit bandit, mais qu'il a manqué au moins pour ça à son devoir d'éthique. Et c'était une tactique pour faire durer la procédure, sachant que ce point-là, c'était le point sur l'éthique. Maintenant, il y a donc le point sur le pénal, où on dit que c'est une bande organisée qui a tout fait. Ça, c'est complètement autre chose. C'est une bande organisée qui avait organisé la fuite de ces 2 millions de francs d'euros parce que voilà. Là, maintenant, on n'est plus sur l'éthique, on est maintenant sur le pénal. Et c'est le pénal qui a été vidé. Le côté sportif sur l'éthique, les suspensions sont finies depuis, puis l'affaire dure depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Maintenant, vous demandez si c'est regrettable. Bien évidemment que c'est regrettable, mais qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut? C'est comme ça que ce football-là, regardez comment, je crois, je vous expliquais ici, comment la Coupe du Monde en 2006 a été détournée de l'Afrique du Sud pour être donnée à l'Allemagne. Rappelez-vous, le président Blatter avait rencontré le président Mandela et il lui a promis que non, vraiment, pour tout ce que tu incarnes. Mandela lui avait dit, je veux voir une Coupe du Monde sur le territoire africain avant de mourir. Blatter lui a dit, tu as ma parole. Sauf qu'encore là, c'était la parole. Le gouvernement allemand dit à Franz Beckenbauer, nous voulons la Coupe du Monde en Allemagne et nous sommes prêts à mettre tous les moyens pour. Beckenbauer rencontre Blatter, il lui dit, arrange-toi comme tu veux. Tiens tes promesses comme tu veux, mais l'Allemagne doit organiser la Coupe du Monde en 2006. Et si tu ne le fais pas, je me présente contre toi à la tête de la FIFA. Et à l'époque, les deux avaient le même réseau. Et Beckenbauer avait quand même la puissance économique allemande devant lui. Donc même s'il fallait aller chercher les voix, l'Allemagne devait le faire. Qu'est-ce que Blatter a fait? Il a fait le dos rond. Il a trahi l'Afrique du Sud. On s'est retrouvé au dernier tour des élections. On avait les élections, c'était prévu pour être 12 voix partout. Et en cas d'égalité, il était dit dans les anciens textes de la FIFA que le président de la FIFA doit se lever et dire pour qui il a voté. Absolument. Pour que cette voix-là compte double. Et là, celui pour qui il a voté, comme ils sont à égalité, doit gagner. Il fallait éviter d'en arriver là parce que Blatter a voté pour l'Allemagne et en premier l'Afrique du Sud. On a bloqué donc un des représentants, on a fait pression sur lui et il n'est pas venu voter. Or, quand on a regardé les tours d'avant, on a vu que celui-là qui n'est pas venu avait régulièrement voté pour l'Afrique du Sud. Donc, pour ne pas tomber à une égalité, on l'a bloqué et c'était 12-11. On n'a jamais confondu Blatter. Personne n'a la preuve qu'il n'a pas voté pour l'Afrique du Sud. Finalement, pour arranger les choses, on a créé une loi qui disait qu'il faut faire tourner la Coupe du Monde pour qu'enfin l'Afrique obtienne sa part de Coupe du Monde. Donc la mafia... Il a fallu attendre 2010 dans le football, c'est pas cette Coupe du Monde la mafia. Dans le football, c'est pas tout. Et même la Coupe du Monde en Afrique, le Maroc, à un moment, talonnait la candidature de l'Afrique du Sud. Une mafia a été mise du pied. Même l'Afrique du Sud a acheté les voix. Parce qu'à un moment, la candidature du Maroc, c'est quoi celle de l'Afrique du Sud? Mais celle qu'on portait sur le plan international pour réparer l'affront de 2006, c'était la candidature de l'Afrique du Sud. Il fallait que l'Afrique du Sud organise et tout un plan a été mis sur pied. Donc, ça, dans le football, comme Jérôme disait, tous les coups sont permis. Qu'on soit d'accord ou pas, il faut faire. Et le dernier à en avoir fait les frais, c'est le président Ayatou qui avait une motion de soutien de plus de la moitié des présidents des fédérations africaines, mais derrière, ce sont ces mêmes présidents qui ont été retournés et il s'est retrouvé avec moins de 20 voix. Donc, dans le football, c'est la mafia. Tous les coups sont permis, c'est regrettable, mais on fait avec.
On fait avec, comme vous dites. Alors, on va évoluer dans cette émission en rentrant dans la seconde partie consacrée au débat avec deux thématiques. Tout d'abord, retour sur le match Cameroun-Libye qui s'est disputé hier du côté de Yaoundé. Et tout à l'heure, on reviendra sur la déclaration des Lions indomptables à la veille de ce match. Alors, coach Martin Biletanga, hier, le Cameroun a affronté la Libye à Yaoundé, 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football FIFA 2026. Coup de sifflet final, le Cameroun l'emporte par 3-1. Alors, c'est une bonne opération pour l'équipe du Cameroun. Comment est-ce que vous avez trouvé justement notre pays après ce qu'on a vu quelques jours plus tôt du côté de l'Afrique du Sud? Oui, sur le plan comptable, déjà, il fallait pas se laisser trop distancer. Encore que on connaissait déjà le résultat du Cap-Vert. Du Cap-Vert et que même en gagnant ce match-là, on n'allait pas être premier. Mais au moins, il ne fallait pas se laisser trop distancer parce que si par exemple on avait perdu le match hier, le Cameroun en perdant le match hier, se serait complètement mis hors course pour la suite. Donc oui, le match a été comme on s'y attendait pour ceux qui suivent bien l'équipe du Cameroun depuis que Marc Brice est là. Jouant à Yaoundé, c'est une équipe qui a souvent été véritablement entreprenante et dominant régulièrement son sujet avec des joueurs qui font preuve d'un esprit conquérant, le plan de jeu même qui est souvent mis sur pied par rapport à tel ou tel autre match, c'est un bloc haut avec pressing et autres. Donc pour nous, nous n'étions pas étonnés de voir l'équipe du Cameroun commencer le match assez fort et avec autant d'engagement. D'ailleurs, au moment de l'échauffement, là, on l'avait déjà remarqué. C'était pas comme le match contre les Eswatini en Afrique du Sud, avec tout ce que cela comporte. Là-bas, c'était un non-match et c'est parti justement, entre autres, de tous les problèmes qu'il y a eu, toutes les péripéties qu'il y a eu durant le voyage et des décisions qui ont été mal prises. Et pour dire vrai, il me semble que le staff technique n'a pas été exempt de tout reproche en cela. Vous ne pouvez pas faire voyager les joueurs 5-6 heures de temps par cas la veille d'un match aussi important encore, alors qu'il y a la possibilité pour eux peut-être de se reposer et d'aller peut-être par avion le lendemain. Étant plus dispo, donc plus frais physiquement. Donc, moi, quand je les ai vus jouer contre les Swatini, je n'étais pas étonné. Je savais que le rendu allait, d'ailleurs, je l'ai dit avant le match. Par contre, pour le match, oui, c'était bien. Donc, ça a été un bon match. Les Lions ont bien commencé le match. Ils ont été assez entretenants et le résultat à la fin, il a souri. C'était un résultat mérité. Bon, certains penseront peut-être qu'il y a eu un peu de réussite, mais c'était un résultat mérité. Et pour être honnête, donc, ne pas reconnaître que les Lions ont mérité la victoire d'hier, de mon côté, ce serait malhonnête. Ce serait malhonnête. Alors, peut-être avant de passer la parole à Colbert. Jérôme, comment est-ce que vous avez trouvé les Lions hier face à la Libye? Les Lions, très belle rencontre, parce qu'il fallait déjà, dans le temps du match, ils ont fait montre d'une équipe qui avait envie, qui avait envie des 3 points, comme le coach Billet venait de le signaler. L'Angola avait déjà joué le Cap-Vert à 17 ans un peu plus tôt, donc ils avaient à cœur de suivre le peloton. C'est-à-dire, s'ils ont décroché, comme en cyclisme, ils ne pouvaient pas rattraper la tête de course. Donc, le Cap-Vert. Donc, il y avait une pression quand même du résultat du Cap-Vert. De résultat, afin de ne pas décrocher par rapport au classement final. Maintenant, il faut dire qu'on joue devant la Libye. La Libye qui n'est pas aussi un grand football de guerre en matière de football, qui est dans l'évolution, qui a quelques individualités. Mais les Camerounais ont fait preuve, c'est-à-dire les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun ont fait preuve d'envie, de vouloir une qualification. Et je crois que le discours vestiaire n'était pas... Il fallait automatiquement essuyer ce qu'on avait fait du côté de l'Afrique du Sud quelques jours un peu plus tôt. Parce qu'on sait que le résultat, au niveau de l'Afrique du Sud, tout le monde avait dit, et puis ça se disait de tout et de n'importe comment. Donc il fallait venir rattraper ça au Cameroun et de la bonne manière. Donc vraiment hier, il faut dire c'était à féliciter. Déjà à 3-0, jusqu'à la 80e minute, on se disait voilà, tout se passe bien. Maintenant, ce but
libyens. Par manque de lucidité ou alors par manque de concentration de la défense camerounaise qui est venue tout simplement réduire ce score. Mais il faut dire, avec déjà un score de 3-0 à la 80e minute, on avait toute l'assurance de coller directement derrière le Cap-Vert. Mais dommage parce que nous n'avions pas pu bien négocier le match bien avant du côté de l'Afrique du Sud contre l'Eswatini. Mais maintenant, on se doit de faire on a l'obligation des résultats des derniers matchs que nous avions à faire, parce qu'il faut dire déjà que... Peut-être avant de parler du dernier match, on va rester sur la rencontre d'hier. Colbert-Yompan, le Cameroun qui s'est imposé par 3-1 avec un doublé de Vincent Aboubakar et un but également inscrit par Brian Bemo, la Libye qui a pu quand même marquer un but dans cette rencontre. Pour vous, quelle analyse avez-vous faite justement de cette rencontre, Colbert? André Onana restait égal à lui-même. Il ne se contente pas seulement du rôle de gardien de but. Il essaye, comme lui-même l'a dit, de montrer qu'il est un cadre dans cette équipe, qu'il est un maillon essentiel dans cette équipe. Il a tenté plusieurs relances comme contre-attaque quand nous étions pressés. Malheureusement, on n'a pas eu de chance. Ngade, après n'avoir pas joué contre les Swatini, c'était une bonne rentrée hier, une bonne association avec Christopher Wo. Tchatchoua a fait mieux que lors de ces dernières rencontres offensivement. Il était très présent, avec aussi beaucoup d'assurance et de précision dans ses centres. Nountolo était aussi très bien en jambes. Baleba a rectifié beaucoup de déchets et de suffisances qu'il a montré lors du match contre les Swatini. On se demandait pourquoi il se le permettait. Est-ce qu'il a pris la grosse tête? Est-ce l'effet de la fatigue générale qui plombait complètement son jeu, parce qu'il était presque à la limite et avait une baisse dans la volonté de jouer. On l'a, sur les 15 dernières minutes, a complètement baissé en régime après avoir beaucoup donné et a eu des problèmes de concentration. Il fait une passe vers la fin, il rate la passe. Au lieu de rentrer directement, participer au travail défensif, il met la main sur la tête. Il met la main sur la tête. Donc, sur le plan de la concentration, les Lions doivent encore se dire qu'après 3 buts, l'objectif c'est 4-0 et non de défendre les 3 buts, surtout quand on se rend compte qu'on est face à une équipe qui est primaire. Nomasso, pour un premier match où il était titulaire, a montré du Choupo-Moting quand il joue presque en 10 derrière les attaquants, avec encore un peu plus de vitesse. J'aurais d'ailleurs conseillé au coach, au lieu de le retirer et de faire entrer Magri, de faire reposer plutôt Vincent Aboubakar et faire entrer Magri plutôt à la place de Vincent Aboubakar, parce qu'on sentait qu'il en voulait et vraiment il n'a en aucun moment eu une baisse de régime. Bemo. Est-ce que peut-être le fait que Vincent Aboubakar il inscrive ces buts-là, le coach se dit autant mieux le laisser là sur le terrain. Le coach seul sait. Je dis, je lui aurais conseillé. Je ne dis pas que c'est une faute du coach. Je dis, il était tellement bien et on s'est bien rendu compte que quand Magri est entré associé à Vincent Aboubakar, Magri ne faisait pas le travail de Nomasso. On a bien vu qu'il y a eu quelque chose qui manquait dans notre jeu. Bemo a montré, il a participé aux 3 buts. Il montre enfin qu'il est décisif. Il participe au travail défensif. Il se montre offensif.
quand il le faut. Si Vincent n'avait pas été un peu altruiste et égoïste et l'avait servi, peut-être qu'il aurait mis un quatrième but, mais on va se contenter de ce qu'on a eu. Donc, il était là. Gamale aussi, il faut faire attention. Il aurait pu prendre un carton que j'appelle carton bête, parce que faire comme au 2-0, toucher le ballon et soulever le ballon de la main et après jouer au théâtre. Dans le monde de la VAR aujourd'hui, cela vous rattrape, ça fait une double faute. Non seulement on vous donne le jaune pour la faute de main, mais vous accusez plutôt l'autre joueur d'avoir touché, donc vous voulez détourner l'arbitre, ça pourrait vous faire un double carton jaune et un rouge, donc il faut faire attention, mais il a été bon dans le jeu, donc dans l'ensemble, l'équipe a été là. Ce qui est satisfaisant avec Marc Brice, c'est qu'on se rend compte que ce soit dans la composition de ces équipes ou sur son système de jeu, ce n'est pas un idéaliste. C'est-à-dire il est ouvert, il est ouvert, il apporte des changements, il n'est pas fermé sur des joueurs précis. On sent bien que des postes qui étaient nos maillons faibles, lui aussi les a identifiés et il essaye des choses à ces postes-là. Il est flexible. Je crois que c'est ça le bon mot, même dans la constitution de ces listes, même s'il a un noyau dur d'environ 15 joueurs, il donne quand même la possibilité à plusieurs joueurs et il n'y a pas de joueurs qui disent que je suis une institution dans l'équipe, je suis inchangeable. Peut-être Onana, mais quand on voit l'écart qu'il y a entre Onana et les autres aujourd'hui, ça peut se justifier. Mais sinon, il est quand même assez flexible. Donc, c'était un bon match. Il faut y mettre encore un peu plus de concentration, y mettre un peu plus d'application, un peu plus de sérieux. Tout cela réuni, nous avons notre destin en main. Avoir notre destin en main veut dire que nous n'avons pas besoin de prendre la calculatrice et espérer que d'autres fassent le travail à notre place. Il suffit de gagner nos 4 rencontres et nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc, nous avons notre destin. Et si entre-temps aussi le Cap-Vert... Non, puisque nous rencontrons le Cap-Vert. C'est pour ça que j'ai dit nous avons notre destin. Voilà, en gagnant le Cap-Vert, oui, nous avons notre destin entre nos mains. Absolument. Nous n'avons pas besoin de calculatrice. C'est si nous allons faire un match nul au Cap-Vert que nous tombons dans la situation de la calculatrice maintenant. Mais jusqu'à présent, nous sommes maîtres de notre destin. Pour ce qui est du match contre l'Eswatini, le technicien... Je voulais bien avoir, avant de revenir à vous, la réaction du coach Martin Bilé-Tanga quand Colbert dit que bon, Marc Brice, il n'est pas figé, il est assez flexible dans ses choix. On a vu quand même certains lui reprocher finalement, coach, on ne vous suit pas beaucoup, etc. Comment est-ce que vous le trouvez depuis, sur l'ensemble des 10 matchs, depuis qu'il est là quand même? Ça fait 10 matchs? Oui, ça faisait 10 matchs. Ok, en fait, Marc Brice, lorsqu'il est arrivé, il a, je vais dire, la chance ou le mérite d'avoir rapidement trouvé un 11 entrant. Un 11 entrant qui est performant, qui donne de bonnes choses et autres. Et au départ, il a eu quelques soucis au niveau de la qualité de ses remplacements. Mais ça aussi, ça peut se comprendre par le fait qu'il découvrait l'équipe. Et en découvrant l'équipe, il allait dans l'obligation de faire parfois certains essais et autres. Donc, ils peuvent relever pour certains du tâtonnement. Mais rappelons aussi que le tâtonnement, ça fait partie d'une démarche normale pour avoir certaines certitudes. Donc, pour arriver à certaines conclusions. Donc, pour acquérir de la connaissance. Donc là, à ce moment-là, ça pouvait se comprendre. Et là, pendant longtemps également, il a fonctionné en essayant de maintenir presque toujours son même 11 entrants. Mais ces derniers temps, il y a eu des évolutions. Des évolutions, notamment au niveau de certains joueurs qui ont commencé à rentrer. Je pense que lorsque Marc Brice arrive, par exemple, qu'il commence ses matchs, Christian Bassogho, il n'est pas beaucoup titulaire. D'ailleurs, même quand il commence le match, parfois il est remplacé. Mais par la suite, on a vu un Christian Bassogho qui était tout feu, tout flamme, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il y a eu, par exemple, une évolution bien.
Maintenant, il y a eu de nouveaux joueurs qu'on est allé chercher, entre guillemets, qu'on est allé chercher. Il y a Namasso qui est arrivé, il y a Ngoumou qui est arrivé, il y a Magri qui est, disons, rappelé et ainsi de suite. Et peut-être, compte tenu de certaines circonstances, on a vu le coach faire un classement qui était un peu différent de celui qu'il avait l'habitude de faire. Par exemple, après le voyage, en Afrique du Sud contre les Swatini, on a par exemple constaté que Ngado n'a pas joué, que Namasso, c'est vrai, il est rentré, mais que le Cameroun avait joué avec un système en 4-2-3-1. Donc Magri a été titularisé. Bon, cette titularisation-là pouvait s'expliquer par le fait que le milieu de terrain était décimé. Il y avait beaucoup de gars indisponibles. Donc, Zambouangui, ça n'était pas là, l'autre, Eto, ainsi de suite. Neu était un peu, donc ça a un peu bien. Et les joueurs nominaux qu'il avait au niveau du milieu de terrain, il y en avait deux en qui il avait confiance. Peut-être Younoussa, mais il ne voyait pas vraiment comment. Alors, il a préféré opter pour un système de jeu qu'il avait déjà eu l'occasion d'utiliser, même si c'était une partie d'un match. Donc, en mettant Magri derrière Aboubakar, Vincent, et en faisant jouer en 4-2-3. Le problème qui allait se poser, et ça, je l'ai dit, je l'avais dit auparavant, c'était qu'en faisant jouer Magri à ce poste-là, Magri, normalement, c'est un avant-centre de pointe. Quand tu le mets à ce poste, le problème, et ce problème, d'ailleurs, on l'avait également vu avec Choupo-Moting, c'est que le gars pouvait même être assez bien au niveau de l'élaboration de jeu ou autre. Mais par la suite, le travail défensif qu'il fallait faire de façon plus régulière, lorsque le Lion, par exemple, n'aurait pas le ballon, il allait présenter quelques limites pour des raisons toutes simples. Hein. C'est-à-dire, sur un terrain de football, les joueurs qui parcourent le plus de distance sur le terrain, c'est les milieux de terrain action. Traditionnellement. Et puis après eux, il y a les milieux de gars qui sont sur les couloirs, donc dans les équipes qui fonctionnent bien. Après eux, c'est les arrières latéraux. Et après les arrières latéraux, maintenant, il y a les attaquants, dont les avant-centres et puis les défenseurs centraux. Donc lorsque vous prenez un avant-centre et que vous lui demandez de venir jouer au milieu de terrain, il devient comme un milieu de terrain axial, donc le véritable marathonien du milieu de terrain. Et pourtant, il n'a pas toujours la biologie pour pouvoir le faire. Tout à fait. Et lui, les attaquants sont plus habitués aux courses de rupture qu'aux courses de présence. Donc, à un moment, ça allait impacter sur le jeu. Donc, pour moi, voir à un moment que Magri ne bougeait plus beaucoup, ne faisait plus... Ce n'était pas étonnant. Pour moi, c'était... Et en plus, il y avait toutes les péripéties du voyage qui faisait que les gars ont joué ce match-là vraiment dans un état physique et physiologique, indescriptible. Personne ne pouvait être en forme olympique durant ce match-là. Mais la rentrée de Namasso à la mi-temps de ce match, malgré le fait qu'il y avait de la fatigue, ça a permis à ce qu'on voit un joueur qui était brillant. Et là, je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, Ngado n'avait pas été titularisé en Afrique du Sud, c'est justement, entre autres, pour des problèmes de récupération. Parce qu'avec l'âge, le temps de récupération est plus long. Donc, au niveau de la fraîcheur physique. Et vous faites un voyage de cette manière-là, vous ne vous entraînez pas, vous ainsi de suite. Le coach avait préféré mettre des joueurs qui fait plus jeunes, parce que pouvoir récupérer plus vite. Il avait commencé par Boyomo. Le problème avec Boyomo, c'est que Boyomo était fort dans des situations de barrage. Barrage, c'est-à-dire il y a une façon de barrer. Toi, tu te places, les goals sont derrière, toi, tu empêches l'adversaire de passer. Il était moins performant sur les situations de poursuite, dans le sens où quand l'adversaire peut-être réussir à t'échapper, tu dois faire l'effort de le rattraper. Et pourtant, les Eswatiniens, eux, ne pouvaient se montrer dangereux contre les Camerounais qu'en les mettant dans une situation de poursuite. C'est-à-dire que quand ils récupéraient le ballon, ils allaient utiliser la vitesse. Et à ce jeu-là, on a bien vu qu'en première période, Boyomo a un peu souffert. Je pense que c'est pour ça qu'à la mi-temps, le coach a préféré donc le mettre de côté. Mais il ne fait pas rentrer Ngado, parce que Ngado, lui aussi, a quelques soucis au niveau de la vitesse. Simplement, lui compense par un bon placement. Ngado sait se placer sur le terrain pour ne pas se faire prendre de vitesse. Voilà, ça c'est intelligent. Tu vois. Donc, mais je pense qu'il ne le met pas, entre autres peut-être parce qu'il juge qu'avec son âge, il peut avoir eu un problème au niveau de la récupération. Et donc, il met Dawa qui, lui, va plus vite. Donc, par exemple, donc, quand on ne s'étonne pas pourquoi est-ce que le gars n'a pas joué là-bas, mais pourtant, Ngado a joué à Yaoundé. Et d'ailleurs, pour le match contre les Swatini, à un moment,
où le match était bloqué, la présence de garde aurait été nécessaire. Nécessaire dans le sens où, justement, l'une des solutions dans le jeu aurait été, par exemple, les duels aériens. Une garde, c'est quelqu'un qui, sur ce plan-là, a souvent aidé le Cameroun offensivement. Malheureusement, il n'était pas sur le terrain. Donc, Namasso, sa rentrée, malgré le fait que les espaces étaient bloqués, malgré le fait que les organismes étaient fatigués, il s'est fait remarquer. Et là, quand ce match finit et que les Lions reviennent donc à Yaoundé, Marc Brice a la possibilité de travailler avec son équipe. Il travaille, on a eu 6 jours de récupération, donc il a le temps de bien préparer son équipe et donc de mieux voir les joueurs. Pour le match en Afrique du Sud, il a eu, je crois, 1 ou 2 jours pour voir. Certains joueurs, il ne les a même pas vus. Donc là, il a la possibilité de les voir et de juger donc, aux entraînements. Et là, malgré le retour de Zambo Anguissa, donc parce que son système de jeu favori, c'était le 4-3-3 avec Carlos Bariba devant la défense, Zambo et Madan, on l'a vu en relayeur. Là, il a préféré, peut-être que Zambo n'est pas encore à 100%, mais il a préféré donc reconduire un système en 4-2-3. Même s'il a dit que Zambo devait être là au deuxième match. Voilà, mais de tenter, oui, mais il faut ça parce que c'est une forme olympique. Et puis le match, le contexte du match, il fallait tout donner dès le départ. Quand tu as vu, donc il a préféré déséquilibrer légèrement l'équipe en mettant plutôt 4 joueurs à vocation offensive, donc en mettant Namasso derrière l'attaquant. Mais l'avantage qu'il y a chez Namasso, c'est que 1, il est jeune, 2, il a un jeu intelligent, donc il peut bouger, il est technique et autres. Il a été capable, parce qu'il est jeune et qu'il a donc des capacités physiques qui sont aussi bien. Et en même temps, il a ce qu'on appelle la polyvalence axiale. Donc, il est capable de jouer à plusieurs postes de l'attaque. Ça lui donne la possibilité de jouer peut-être sur les côtés, mais également derrière l'attaquant. Tu vois, et jouer derrière l'attaquant, ça te pousse à avoir aussi quelque part une polyvalence un peu axiale. Dans le sens, tu peux jouer avant, mais tu peux également jouer derrière, donc un peu jouer au milieu de terrain. Donc ça lui donne la possibilité de travailler. Et on a bien vu que même sur le plan défensif, il a fait l'effort de revenir, d'aider et tout. Mais comme le Cameroun était beaucoup plus sur le plan offensif. Et ça a aidé. Donc cette flexibilité, au moins, oui, on a commencé à voir que oui, le coach, contrairement peut-être à la sélection, contrairement peut-être à ce qu'on pensait que non, il n'y a que ceux-ci qui ont déjà comment dire, on dit la société, dit titre foncier. Il y a eu des évolutions. Et je pense même que le coach est allé, parce que pour ma part, lorsque le Cameroun est en train de mener, par exemple, par un écart de 3 buts, moi je sais que l'équipe est légèrement déséquilibrée. Et que ça je le constate, sur les phases de transition défensive, le regroupement, le retour en zone, c'est-à-dire la reconstitution rapide du bloc, oui, pour revenir fermer le bloc derrière, c'est lent. D'ailleurs, certains gars ne le font pas suffisamment. Les occasions de but que les Libyens se créent, tu vas toujours te rendre compte qu'on n'est pas suffisamment nombreux dans notre camp. Pourtant, pour bien défendre, on a besoin de 2 paramètres essentiels qui sont la densité et la rigueur. Et là, on n'avait pas de densité. Et moi, je constatais donc ça. Quand on est en train de mener par un écart de 3 buts, le coach peut rééquilibrer l'équipe maintenant. On n'a plus besoin de gagner par 5 buts. L'essentiel, c'était en mettant, par exemple, dans Zambo et en revenant à un système de jeu où nous avons plus de repères. Mais il a préféré, à ce moment-là, en sortant Namasso, mettre Magri, faire sortir Ngamalu, mettre, comment on appelle, Ngoumou. Ça, à mon sens, c'est beaucoup plus au niveau de la gestion de l'effectif. Gestion de l'effectif, pourquoi Magri, malgré tout, il a beaucoup de réussite dans son club avec Toulouse, il marque beaucoup de buts. Quand il arrive avec les... En plus, il venait de faire un match, on l'a sorti à la mi-temps. Tu vois, il ne faut pas seulement penser au match, il faut aussi penser un peu à l'avenir. Il vaut mieux le remettre rapidement sur les rails. Et compte tenu du fait que le coach semble avoir une très grande confiance à Aboubakar Vincent, vous pouvez lui faire les reproches que vous voulez, c'est le buteur de l'équipe. Aboubakar, c'est le buteur de l'équipe. Il ne veut pas sortir Aboubakar Vincent. Peut-être même qu'il a l'intention de l'accompagner dans... parce que Aboubakar Vincent... Dans ce qu'on sait tous là. Oui, même si ça ne dit pas, il faut peut-être abattre le record de... Même si ça ne dit pas, c'est peut-être que le coach veut l'accompagner là-dessus. Donc, au lieu de sortir Aboubakar Vincent, il préfère sortir Namasso et mettre Magri à un poste où peut-être il n'a pas... C'est pas là-bas qu'il sera le meilleur joueur possible, mais il a préféré le mettre et donner aussi la chance à Nathan Ngoumou. Le gars vient d'arriver. Il a vu tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et après, il va partir de là. Tu ne le remets pas sur le terrain, il va commencer à s'interroger. Mais on lui a donné la possibilité de participer. Il a dit à Bassogok,
et à l'autre, ça va, vous restez. Eux, ils sont déjà... C'est des enfants de la maison. Donc, ça ne les gênera pas. Mais les autres, il faut qu'on leur donne des respect. Gérer les nouveaux. Sur ce fonctionnement, ce coaching-là, je pense qu'il faut quand même apprécier qu'on le veuille. D'accord. Alors, Colbert était en train, tout à l'heure, vous étiez en train de vous évoquer le match contre les Swatini, un match qui avait quand même été émaillé, de pas mal de désagréments enregistrés lors du déplacement du Cameroun pour l'Afrique du Sud. Quelle est l'interprétation que vous avez justement pu faire de tout ce qu'on a observé? Je crois que vous avez évoqué dans le conducteur de l'émission qu'en deuxième partie, on parle de la déclaration des Lions. Oui. Je vois que là, on va entrer plus en détail dans ce que tout le monde attend. Donc, superficiellement sur le match, je crois que le coach a tout dit. Le président actuel de la FECAFOOT racontait souvent que quand il était à Chelsea, le meilleur et de loin c'était Eden Hazard. Et quand Eden venait lui demander conseil sur comment faire pour être le plus grand joueur du monde, il lui disait qu'une seule chose, le travail. Oui. Et il lui disait que j'ai connu plus grand que toi, plus talentueux que toi, Ronaldinho, mais il n'aimait pas le travail. Et chacun sait comment la fin de Ronaldinho a été. En tout cas, le talent qu'il avait n'est pas la dimension de la fin de carrière qu'il a faite. Et ça, on peut l'appliquer aussi même aux équipes nationales. Le coach l'a dit, quand vous n'avez pas travaillé, quand vous n'avez pas récupéré, et il ne s'agissait pas seulement d'un jour. Il y a des joueurs qui ont joué pour la dernière fois vendredi, ils ne se sont pas entraînés vendredi, pas du tout samedi, pas du tout dimanche, pas du tout lundi, et vous jouez un match le mercredi. C'est suicidaire. Donc le coach a prononcé le mot qui pour moi passe le mieux, c'était un non-match. Donc se mettre à faire des analyses en disant que tel n'était pas bon, tel n'était pas bon, c'est être hypocrite vis-à-vis de soi-même, parce que les conditions n'étaient pas réunies pour que nous fassions un bon match. Ce qu'on va retenir, c'est que contre la Libye, l'équipe a démontré qu'elle n'avait rien perdu de sa superbe. Quand elle a le temps de se préparer, elle peut montrer de bonnes choses, et ces bonnes choses, on les a vues contre la Libye. Pour le reste, dès que vous allez donner l'occasion, on va entrer en détail là-dedans. D'accord. Mais avant, je reste avec vous. Vous êtes journaliste et quand même, il y a eu beaucoup de critiques ces derniers jours par rapport au comportement de la presse lors de la dernière conférence de presse avant ce match Cameroun-Libye du côté de Yaoundé. C'est plus ou moins allé un peu dans tous les sens et pas mal de reproches aussi et à la presse. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé, Colbert? Donc, ce sera exactement comme le match contre Eswatini. Ça veut dire si on se limite à voir ce qui s'est passé, qui est déjà regrettable, qui est déjà très regrettable, qui donne une image misérable et regrettable de la presse, s'il faut n'analyser que cela, on serait en train de faire fausse route. Si on voit les conséquences sans parler des causes, on serait en train de faire fausse route. Et l'erreur que la presse fait aujourd'hui, c'est qu'elle se comporte pas en arbitre, parce que le facteur principal de l'arbitre, c'est la neutralité. Mais la presse est devenue belligérante, elle est devenue militante. La presse est complètement divisée. Aujourd'hui, quand vous faites preuve d'analyse, vous faites preuve de distance, vous faites preuve de neutralité, c'est plutôt vous le fou. Parce que complètement, ce sont deux camps qui s'affrontent avec la malhonnêteté qui va avec. Et cela donne la conséquence que vous pouvez voir. Les gens se jugent, les gens se prêtent des intentions, parce que chacun veut satisfaire le bord qui est le sien. Je crois que la presse doit revenir
à ce qui est sa véritable utilité, à ce qui est sa véritable fonction, celle d'informer, celle de chercher l'information pour servir l'information à son public. Si on le fait et on le fait honnêtement, on n'a pas besoin d'être du bord de l'église ou du bord des hiboux. On sera simplement journaliste. Donc, on en arrive là au point où, que ce soit on prête des intentions au team press, le sélectionneur se croit obligé de venir au secours de certains journalistes. Ça veut dire que quelque part, on a touché le fond, que chacun reste à sa place, que le sélectionneur respecte le team press, que le team press respecte le sélectionneur, respecte les journalistes, que chacun fasse son métier. Tout le monde aujourd'hui est pris en otage et voilà. J'attends impatiemment pour donner la possibilité. Évidemment, on va donc parler de cette sortie des Lions indomptables juste à la veille du match Cameroun-Libye. Et dans une déclaration lue par le capitaine Vincent Aboubakar, les Lions ont appelé le MINSEP et la FECAFOOT à enterrer la hache de guerre et de plaider aussi pour que le sélectionneur Mabrice puisse avoir son assistant Joachim Munonga sur le banc de touche. Je vous propose de revenir sur cette déclaration des Lions indomptables. Patriotes, c'est avec une émotion profonde et un véritable esprit d'humilité que nous, joueurs de la sélection nationale camerounaise, les Lions indomptables, nous choisissons aujourd'hui de prendre la parole. Ce message provient du cœur, car nous savons être non seulement les porte-drapeaux de notre nation sur le terrain, mais aussi les soldats du peuple camerounais, gardiens de l'héritage et du patrimoine que représente le football dans notre pays. Nous ne prenons que très rarement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de parler sur le terrain, par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd'hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre cher et beau pays, envers nos jeunes frères et sœurs qui aspirent et rêvent de défendre les couleurs du vert ou jaune, envers vous, peuple camerounais, nous obligent à intervenir avec unité, sincérité et par-dessus tout patriotisme. Notre objectif reste simple et clair. Porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre nation. Nous avançons chaque jour avec développement et sacrifice pour incarner nos aspirations communes à tous les Camerounais. Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et nous poursuivons nos efforts pour amener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix autour de nous. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise, vous ne nous en tiendrez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteur direct lorsque tout va en s'empirant. Nos instances dirigeants qui s'apparentent à des l'égocentrisme et mettent en péril l'équilibre de notre équipe devient insupportable. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays, le Cameroun. Les perturbations et discordes que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances, notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs apolitiques et unis par une seule cause, porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec le seul objectif de notre pays que nous chérissons tous.
Camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et pour réussir à combler vos cœurs. Nous exprimons notre profond respect et gratitude. Avons une pensée pour chacun de vous qui traverse des moments difficiles. L'unité et la solidarité de notre grande nation a toujours été notre force. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya, nous vous disons merci pour les encouragements adressés à notre égard. Chacun de vos mots est pour nous une source de motivation supplémentaire. Nous savons pouvoir compter sur vous à chaque instant, Monsieur le Président de la République. Chers compatriotes, le football est bien plus qu'un simple sport pour notre pays. C'est une passion, un héritage, un vecteur d'unité qui transcende nos différences. Nous appelons chacun à jouer son rôle pour préserver cette flamme qui fait vibrer tout le peuple camerounais. Ensemble, avançons vers un avenir meilleur pour le football camerounais. Dans la paix, la sérénité et l'unité nationale. Nous, lions indomptables, soldats au service du peuple, jurons de continuer à tout donner pour l'amour de notre drapeau. Ensemble pour le Cameroun, toujours avec respect et humilité, les langues indomptables du Cameroun. Merci. Voilà ces déclarations de l'équipe nationale de football du Cameroun via son capitaine Vincent Aboubakar. Jérôme Bango, comment est-ce que vous avez trouvé cette sortie des Lions? La sortie des Lions dans son ensemble, pour moi, tient sur deux volets. Le premier volet qui est l'entente entre les deux protagonistes qui sont le MICEP et la Fédération camerounaise de football. Et nous avons toujours dit sur ce plateau que l'entente permettra plus à cette sélection d'avoir plus de résultats et de porter haut le drapeau du Cameroun. Maintenant, sur d'autres volets, là je n'ai pas bien suivi le volet où on demande au président de la Fédération camerounaise de football de demander à l'assistance de Fabrice d'être là. Ça, je ne sais pas si qu'est-ce que vous n'avez pas suivi? Et je pense que ce n'est pas du ressort du groupe. Ce n'est pas du ressort du groupe, à mon avis. Tout simplement parce qu'il faut dire, depuis que Fabrice est venu, est dans cette sélection, je ne crois pas, je ne peux pas compter le nombre de fois où alors je n'ai pas encore vu être sur le banc de touche avec le Congolais qui, le même jour, ont ratifié le contrat. Sachant que Mulunga, c'est vrai qu'il a un passeport belge, mais qu'il est d'origine congolaise. Il a toujours été, la plupart du temps, se fait assister par le staff proposé par la fédération, qui sont celui de Tungu Pilet et de Pagou, Olivier. Donc, il faut David Pagou. David Pagou, je vais dire. Donc, pour moi, c'est vrai que la collaboration entre Fabrice et Mulunga est celui souhaité par Fabrice. Mais il faut dire que lorsqu'on regarde au niveau du banc de touche, il ne faudra pas aussi insulter l'encadrement camerounais. Parce qu'il faut dire, si on veut mettre sur la même table les diplômes engradés par, je vais dire, l'assistant numéro 1 et du Cameroun et le Congolais, Tungu Pilet et Mulunga, je crois qu'il n'y a pas match. Même au niveau du rapprochement, ça ne pourra pas exister. Donc pour moi, demander qu'il faille ajouter au Congolais, qu'il faut l'ajouter. C'est vrai que Fabrice est venu avec Mulunga, mais je dis, ça n'a pas lieu. Il faudra aussi rappeler que dans ce staff-là, Fabrice fait du groupe ce qu'il veut. C'est-à-dire oui, que c'est le seul. À jamais on a vu, sauf hier, qu'on a vu peut-être Zambambi qui s'est levé donner les consignes à Fabrice pour aider aux joueurs. On ne voit pas Tungu Pilet parler aux joueurs, on ne voit pas Pagou parler aux joueurs. Donc, c'est généralement... les empêche il ne les empêche pas. Il ne les empêche pas. Mais le climat n'étant pas serré au niveau du banc de touche, je crois que la communication entre ces personnes-là
Parce que Macbeth estime que ceci vient du côté de la fédération, la communication n'est pas fluide, la communication ne passe pas. Donc pour moi, je vais dire, la paix entre le ministère et la fédération, oui, là ça marche, mais le banc de touche pour moi c'est pas inquiétant c'est pas de leur ressort parce que les autres aussi font le même boulot, je parie fort, plus même mieux que celui qui sont en train de vouloir proposer à Macbeth. C'est un peu la même lecture, coach Billet Tanga, par rapport à cette sortie des Lions. Il y a qu'au Cameroun, et Colbert l'a dit tout à l'heure, c'est difficile de garder une certaine neutralité et d'être bien vu en même temps. Parce que généralement, quand tu essaies de voir les choses de manière assez objective, tu es taxé soit d'églisien, soit d'Ibo, selon la position que tu prends à ce moment-là. Il faut partir d'une chose. Tous les techniciens vont vous le dire. C'est tout à fait normal et compréhensible que le coach veuille travailler avec son assistant, de l'avoir sur le banc de touche. Ouais. Il y a un technicien qui va te dire que ça n'a pas sa place, tu ne vas pas trouver. Ou alors il est en train de jouer un jeu qui n'est pas normal. L'entraîneur est arrivé. Donc c'est tout à fait normal, c'est compréhensible, c'est légitime qu'il veuille avoir son assistant sur le banc de touche. Malheureusement, le climat qui prévaut, la manière dont c'est venu, les relations qu'il y a entre ceci et cela font qu'il y a des blocages quelque part. Et il me semble que d'ailleurs, moi j'avais pensé que Mounouga n'était jamais resté sur le banc de touche. Ce sont mes enfants, en tout cas, que tu connais là, qui m'ont dit que non, les 2 premiers matchs de match, que Mounouga était sur le banc de touche. Donc, contrairement à ce que Jérôme était en train de dire, comme Mounouga était sur le banc, c'est après qu'il est parti du banc. Parce que sur le plan administratif, dans le fonctionnement des équipes, normalement, c'est le coach qui choisit les gens qui vont rester sur le banc de touche. Mais ce n'est pas lui, c'est l'administrateur de l'équipe qui va signer. Donc c'est cet administrateur-là qui matérialise. Et si je dis par exemple que je veux que Jérôme soit sur le banc de touche et que Claubert, qui est l'administrateur, enlève son nom et met le nom de Makeda, c'est cette liste-là qui va passer. Je ne sais pas si tu comprends bien. Ce qui me gêne, c'est que malheureusement, le combat qu'il y a fait que certaines choses partent de manière éparse. Logiquement, Marc Brice devrait se rapprocher de la fédération pour poser ce problème-là. Tu vois, oui, il a besoin de son assistant. Mais compte tenu de la manière dont il est venu et des rapports qu'il y a, ça fait que peut-être il ne trouve pas comment. Et il se plaint en public et auprès du ministère. Le ministère n'ira, ce n'est pas le ministère qui va aller mettre le nom du gars sur la feuille. Ce n'est pas le ministère. Maintenant, s'il entre en négociation avec la terre, ce qui serait normal pour lui de vouloir que son assistant soit avec lui, c'est le gars en qui il a confiance. C'est le gars, d'ailleurs, aux entraînements des Lions, c'est Mounouga qui travaille. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut lui faire le reproche qu'il préfère Mounouga par rapport à tel ou tel autre. Nous tous, dans la vie, nous avons nos préférences. Nous avons des gens en qui nous avons plus confiance qu'aux autres. Ntongo Pile, c'est un très grand entraîneur. Bagou, c'est un entraîneur, ainsi de suite. Mais Marc Brice veut avoir son assistant. Peut-être même que s'il a son assistant, il va mieux ouvrir la porte. Je ne sais pas. Là, peut-être je dis n'importe quoi. Je regrette que, et ça, j'irai faire une sortie dessus, que Marc Brice dise des entraîneurs camerounais qui sont moins compétents que son entraîneur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Marc Brice n'a pas à le dire. Marc Brice, c'est la première fois que tu gères une sélection nationale. Mounouga et toi, c'est la première fois que vous gérez une sélection nationale. Ntungo a déjà eu à gérer une sélection nationale, des sélections plusieurs fois. En plus, au niveau de la référence. Bagou a déjà eu. Donc, c'est des gars qui ont quand même... Tu ne peux pas venir ici dire qu'ils sont moins compétents que sauf à préciser la compétence dont il est question. Parce que ça aussi, il faut savoir relativiser. Quand je dis que Lydie est plus compétente que Jérôme, c'est peut-être parce que tu peux mieux, dans la présentation du journal, Jérôme ne va pas présenter le journal comme toi, mais ça ne veut pas dire que sur d'autres aspects de fonctionnement, lui, les relations, les rapports qu'il a avec Mounouga font qu'ils peuvent se confier certaines choses. Mais peut-être les mots qui sortent de sa bouche, c'est là aussi parler de compétences comme ça, parce qu'on va tout englober en même temps. Mais demander à avoir
son assistant avec lui, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est normal. Il n'a pas pour cela besoin de dénigrer ses autres collaborateurs. Il n'en a pas, besoin. Maintenant, il y a une voie par laquelle, à mon sens, il doit passer pour essayer de voir la possibilité. Et quand il va passer par cette voie-là, ça va entrer dans le sens de la négociation. Et dans toute négociation, le principe est qu'on accepte de lâcher quelque chose. On ne sait pas encore quoi. Peut-être que c'est pour ça qu'il ne veut pas y aller. Colbert Yompan, analyse de cette sortie des Lions indomptables juste à la veille du match Cameroun-Libye. Je vais faire une analyse sur deux volets, le volet sportif et le volet administratif ou alors politique. D'abord, sur un plan général, ce qui est regrettable, c'est que nous en sommes arrivés au Cameroun où, par rapport à cette situation, tout le monde parle, chacun prend la parole. On impose aux gens de renier même leur intelligence pour accepter ce qui n'est pas normal, et c'est ce qui est regrettable. Il y a des gens au Cameroun qui ont un vécu, qui sont des personnes ressources. On devrait quand même de temps en temps apprendre à les écouter au lieu d'insulter complètement l'intelligence des gens. Est-ce que les Lions ont eu raison de prendre la parole? C'est leur bon droit. Et il y a des précédents. Dans le monde et au Cameroun, l'équipe de France, l'équipe d'Allemagne, l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe d'Argentine, qui ont pris des positions. Le détailler, c'est prendre toutes les missions, mais l'équipe du Cameroun, 2011, LG Cup, ce qui s'ensuit, c'est un match amical contre l'Algérie. Le président de la FECAFOOT, qui a joué la LG Cup et remporté avec ses coéquipiers, a quitté la tanière pour l'Espagne, et l'équipe doit aller jouer en Algérie, coordonnée après avec le Maroc, après le match disputé au Maroc. Oui, non, la LG Cup était au Maroc, il y avait un match amical qui suivait contre l'Algérie. Tout à fait. Et l'équipe décide de ne pas aller coordonner par le président de la fédération et se rebelle, et le match n'a pas eu lieu. Et non seulement l'équipe réclamait les primes, mais l'équipe était allée jusqu'à exiger, parce que la fédération disait que ce match était un match amical qui ne produisait rien. L'équipe avait même exigé voir le contrat. Je me demande, entre la sortie des Lions d'il y a 2 jours et celle-là qui était allée plus loin, de demander à l'administration de la FECAFOOT de lui montrer le contrat de ce match amical, qui était allé plus loin. Donc, le dire que non, leur rôle n'est que de jouer, c'est irrespectueux. Peut-être le timing à la veille d'un match. Moi aussi, j'ai eu peur. Vous vous rappelez que cette nuit-là, je vous ai écrit pour vous dire que la tanière était en feu, parce que c'est vers 23h qu'on nous a alertés, et on a été obligé de faire une veille médiatique pour essayer de suivre cela. Donc, les Lions étaient dans leur droit. Et le coach Billet peut vous le dire, le vestiaire est sacré, donc c'est presque naturel que les joueurs à un moment se disent qu'on peut venir au secours de notre entraîneur qui menace de démissionner ou qui souhaite avoir son assistant sur le banc. Donc c'est compréhensible. Peut-être le timing n'était pas le meilleur, mais que les Lions peuvent simplement souhaiter qu'ils le fassent très régulièrement, parce que c'est une institution. Et peut-être qu'ils peuvent bouger les lignes. Est-ce que ça peut justement changer quelque chose? Parce qu'on a vu le lendemain, encore sur le banc de touche, vous ne pouvez pas voir ça comme ça. Mounonga n'était pas là. Ceux qui étaient autour, l'objectif, si vous voyez les choses comme ça, vous faites fausse route. L'objectif, il était presque impossible qu'ils obtiennent, et contrairement à ce qui a été dit, ils n'ont pas lancé un ultimatum à la Fédération camerounaise de football. Nulle part, il y a une menace de boycott, et c'est toujours l'esprit de la presse à gage qui a voulu chauffer le marteau en disant qu'il ne sera pas là demain, vous allez faire quoi? Non, ils n'ont pas donné d'ultimatum. Ils ont émis un vœu
Et voilà, peut-être que durant le prochain regroupement, peut-être que leur voix sera entendue. Peut-être qu'après avoir fait cette sortie, ils vont utiliser un autre moyen pour aller vers qui de droit pour soumettre cette doléance-là. Donc, il faut admirer l'esprit de groupe. Il avait été dit que le groupe était divisé entre le MINSEP, l'entraîneur et la fédération. Au moins, sur cette image, ils ont montré l'unité du groupe. Et cette unité du groupe s'est transportée sur la pelouse le lendemain. Donc, ils étaient dans leur bon droit. Les sorties comme ceux de certains anciens lions qui les insultent, les appellent lions Congossa et tout ça, je crois que c'est assez irrespectueux. Il faut quand même respecter ces lions-là et ne pas les prendre pour des fous. Maintenant, venons-en au vrai problème, Lydie, et je crois que le coach a abordé un pan de la chose. Est-ce que l'assistant de l'entraîneur a le droit d'être sur le banc de touche? Que ce soit la FIFA, que ce soit la CAF, ils ont soldé ce contentieux-là. La FIFA et la CAF parlent des joueurs et du staff, qu'on appelle aussi officiel. La seule exigence que la FIFA et la CAF donnent, c'est que parmi les membres du staff, dont des officiels, il doit avoir un médecin. Ça, c'est l'exigence qu'ils donnent. Ça, c'est pour le suivi des joueurs. Bien sûr. Donc, nulle part, la FIFA ne dit que non, il doit avoir un préparateur physique obligatoirement, un préparateur psychologique ou ça. Ça, comme le disait le coach, ça, c'est le travail de l'entraîneur qui, lui, repartit les tâches. Donc, essayer de faire une démonstration aujourd'hui pour dénigrer Mulunga et dire que non, il n'a pas de place sur le banc de touche, ceci, non. Si l'entraîneur principal, et surtout qu'il fait partie de façon officielle du staff des Lions, nommé comme tous les autres, comme l'assistant de Marc Brice. Donc si Marc Brice a besoin de son assistant sur le banc de touche, on doit mettre son assistant à sa disposition. Ça n'a rien à voir. Le coach Blaise Tanga a demandé d'aller vers la voie autorisée. J'en viens. On doit lui donner son assistance. Je vous ai dit que je réagissais sur le plan sportif et sur le plan administratif ou politique. Là, je suis sur le plan sur ce qui devrait être fait. Et après, je vais vous dire pourquoi cela n'est pas fait comme ça. Et les leçons qu'il faudra en tirer. Donc, s'il demande à avoir son assistant sur le banc de touche, à partir du moment où vous avez dit, Marc Brice, c'est le coach des Lions, vraiment, pour les rencontres, vous vous rapprochez de lui, il dit qu'il va avoir sur le banc de touche et vous le mettez. Et je n'ai pas l'impression que ce soit les matchs CAF, que ce soit les matchs FIFA, qu'il y ait embouteillage sur le banc de touche, parce que je ne vois pas en quoi le team manager sur le banc de touche est plus important que l'assistant de coach sur le banc de touche, par exemple. Je ne vois pas en quoi il est plus. Si on veut simplement se focaliser sur les deux adjoints, non, en dehors des deux adjoints, on a beaucoup d'autres gens sur le banc de touche. Je ne vois pas en quoi, sur le déroulé d'un match, le team manager a plus d'importance que l'assistant du coach sur le banc de touche. Donc, si le coach a besoin de son assistant sur le banc de touche, on doit lui donner son assistant. Oui, le rôle... Je veux couper à Calbert. Oui. Et dans ce cas, dans le cas de la FECAFO du BICEP, déjà, la fédération a nommé les entraîneurs. Ça veut dire que la fédération ne tient pas tellement compte de l'assistant qui est venu accompagner Marc Brice. C'est pour ça qu'il cause problème. Si jamais il n'y avait pas d'autres entraîneurs nommés par la FECAFO. Mais il y a eu le staff consensuel. Voilà. Oui, dans le staff consensuel, la fédération a reconnu uniquement Marc Brice. La fédération n'a pas donné critique au niveau de son assistant. Voilà pourquoi donc c'est ma parole que vous aviez prise. Je reprends ma parole. Allez-y. Je reprends ma parole. Non, Jérôme, vous faites une petite erreur. Vous faites une petite erreur. Dans le staff consensuel de Marc Brice, je pouvais même vous dire qu'avant le staff consensuel, il reconnaissait même déjà son assistant. Mais déjà de façon actée, dans le staff consensuel, c'est entraîneur Marc Brice, assistant Mulunga et Ziloris,
assistant nommé officiellement, signé par le président de la fédération et le MINSEP, et maintenant adjoint numéro 1, Tongo Pilier, adjoint numéro 2, David Pagou. C'est pour ça que j'ai dit que Mulunga fait partie du staff officiel, parce qu'il y a une des informations qui fait dire qu'il ne fait pas partie du staff. Non, il fait partie du staff officiel nommé. Celui qui ne le reconnaît pas n'est pas dans la vérité. Donc quand j'ai fini de dire ça, ça c'est ce qui devrait être fait. Pourquoi est-ce que cela n'est donc pas fait? Cela n'est pas fait parce que nous sommes dans une politique de fuite des responsabilités. Et je vais essayer donc de donner les responsabilités des uns et des autres avant de sortir par ce qu'on devrait faire. Le premier responsable, pas celui qui a la grosse responsabilité, le premier stakeholder, le premier belligérant dans la chose, c'est Marc Brice. Marc Brice est arrivé au Cameroun, recruté par le ministère des Sports, mais il a progressivement eu un comportement déviant. Ça veut dire qu'il a cru dans sa tête que parce qu'il a un contrat avec l'État du Cameroun représenté par le ministère des Sports, il pouvait manquer de respect à la Fédération camerounaise de football. Et il a, de façon répétitive, même si on peut comprendre que on peut observer, pas comprendre, observer qu'au dernier moment, la provocation vis-à-vis de dénigrer ses adjoints, c'est titiller la fédération, c'est parce qu'il en a marre et il est hors de lui et il ne se contrôle plus. Mais de façon constructive et répétitive, il a manqué de respect à la Fédération camerounaise de football. Mais que vous soyez nommé par le ministère ou par la fédération, de facto, la fédération est votre patron, parce qu'à partir du moment où la fédération vous engage sur une feuille de match, ça veut dire qu'elle vous reconnaît comme coach et elle est ipso facto votre patron. Donc la fédération est, le président de la fédération est le patron de Marc Brice. Donc même s'il n'a pas signé son contrat, par le seul fait qu'il l'engage pour s'asseoir sur le banc de touche des Lions, il est son patron. Et c'est donc un lien de subordination entre l'entraîneur et le président de la fédération. L'institution entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun ne peut pas être au-dessus de l'institution président de la Fédération camerounaise de football. Donc l'attitude de Marc Brice doit viser à respecter son patron qui est le président de la Fédération camerounaise de football. Pas le provoquer, pas obtenir un résultat par la provocation. Il a lui-même constaté qu'il a rencontré le RGPR au moins 2 fois, en tout cas pour ce que nous savons, au moins 2 fois. Il a rencontré le ministère des Sports une multitude de fois. Le ministère des Sports a fait même une sortie pour dire de lui donner son assistant. Tout à fait. Il n'en a pas été caution. Donc il doit comprendre que le rapport de force sur ce plan-là est plus du côté du président de la Fédération camerounaise de football, parce que, je veux dire les choses comme elles sont, le team manager ou le coordinateur des équipes nationales qui remplit la liste des officiels ne peut pas le faire sans l'assentiment du président de son patron qui est le président. Donc, il doit pas seulement dire qu'il doit aller demander au président de la Fédération camerounaise de football de lui donner son assistant. Non, c'est réducteur, c'est même insultant. C'est même insultant. Non. Il doit aller vers le président de la Fédération camerounaise de football, faire amende honorable et s'excuser de toutes les provocations et de toutes les sorties de route. Le faire, et il n'aura même plus besoin de demander son assistant puisqu'il aura son assistant. Est-ce que c'est alors possible? Tout est possible. S'il veut, sinon, s'il veut. Donc, j'ai cité, et de façon claire, je crois que chacun observe que je n'ai pas contourné, je l'ai dit de façon claire. Marc Brice, voilà ce que Marc Brice a fait. La Fédération camerounaise de football. Je comprends que la Fédération camerounaise de football aussi a un double problème. Le premier problème, c'est qu'on lui a retiré beaucoup de choses. La gestion financière de l'équipe nationale du Cameroun, une prérogative, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et à côté de ça, on le laisse insulter.
pas, on laisse faire, on le laisse insulter. Donc, quand même, il y a là-bas, on vous retire le pouvoir et on tente de vous ridiculiser. Je crois que la Fédération camerounaise de football devrait sanctionner Marc Brice. Ça, c'est vrai, devrait sanctionner Marc Brice. Mais lui retirer son assistant n'est pas faire preuve de galanterie. Parce que dans tous les cas, vous savez, vous ne connaissez pas l'état d'esprit. Le coach Billet Tanga peut vous dire ce que c'est que la confiance. Je vais expliquer ça terre à terre. Quand vous êtes aux entraînements, vous voyez régulièrement la plupart des coachs, quand ils ont pris de l'expérience, ils ne font presque rien aux entraînements. Ils conçoivent tout, ils donnent aux adjoints, les adjoints mettent en pratique. Les adjoints ont un rôle important dans la mise en pratique. Dans le nôtre, c'est Moulunga qui met tout en pratique. Le coach prend du recul, il regarde. Pendant le match, c'est un peu le contraire. Le coach est dans le feu de l'action. L'adjoint est derrière. Il a plus de recul pour voir le match. Ce qu'il peut faire, il peut avoir des observations qui échappent au coach. Donc, qu'un adjoint ou un assistant vienne parler au coach, ce n'est pas que le coach est faible. Non, c'est même dans la logique des choses. Il y a des entraîneurs qui sont tellement dans le feu de l'action qu'ils ne voient même plus rien. S'il n'y a personne derrière pour avoir le recul nécessaire, la lecture nécessaire et les qualités nécessaires aussi pour avoir la complicité nécessaire. Parce qu'il y a deux types de relations avec les assistants. Il y a des assistants que l'on prend parce qu'ils ont un know-how et l'entraîneur sait que, voilà, de lui, je peux avoir ceci. Il y a des assistants comme le fils de Carlo Ancelotti à qui l'entraîneur a tout transmis. Ça veut dire qu'il a formé, il a tout transmis, c'est sa doublure. Ça veut dire que, comme lui, il est dans le feu de l'action, il est sûr que c'est lui qui est assis en train de regarder. Et dans les deux cas, si vous le retirez, vous le démembrez. Ancelotti est allé au clash avec les dirigeants du Bayern parce qu'à un moment, ce problème s'est posé sur la hiérarchie. Les autres adjoints se sont plaints du fait qu'il n'y en avait que pour le fils de Carlo Ancelotti. Ancelotti dit, c'est un package où vous me prenez avec mon fils ou, Jérôme, je crois que tu as suivi cette affaire-là, ou ça t'en comme on dit souvent au quartier, où ça s'arrête là. Donc, vraiment, l'assistant est très important. Et ce n'est pas parce qu'un coach est très proche de son assistant que les autres sont incompétents. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je crois que ce qui arrive aujourd'hui sont toujours simplement les conséquences. Le fait qu'ils ne communiquent pas avec les autres sont simplement les conséquences parce qu'ils disent, bon, ok, comme vous me refusez mon assistant, je néantise aussi les autres. Dans une relation normale, je crois qu'il aurait collaboré avec eux tous. Donc, du côté de la fédération aussi, la fédération, si elle dit qu'elle cherche l'intérêt de l'équipe, elle doit aussi mettre l'équipe dans de bonnes conditions et non tomber dans le même jeu que l'entraîneur. Ça, c'est le second. Le troisième, c'est le ministère des Sports. Le ministère des Sports est responsable parce que si l'entraîneur fait une sortie comme celle qu'il a faite dans un journal belge, vous ne le recadrez pas en privé, non. Vous le recadrez en public parce que la sortie est publique. Et c'était assez grave pour mériter un recadrage clair et simple. Parce qu'au-delà de tout, l'institution Fédération camerounaise de football, l'institution ancienne gloire du football camerounais sont quand même assez sacrées pour qu'on autorise à un entraîneur de leur manquer du respect. Donc le ministère aussi doit clairement, vraiment clairement, au lieu de lui dire que non, au lieu de dire je m'en remets au chef, non, lui dit clairement non. Ton utilisateur, c'est la FECAFOOT, ton patron, c'est le président de la Fédération camerounaise de football, et tu lui dois du respect. Ça, c'est le ministère des Sports. Et le dernier, c'est dans la haute hiérarchie, c'est dans l'État du Cameroun. Ça fait 8 mois, Lydie, ou plus, que nous parlons de ça. Que nous parlons de ça. Marc Brice est à son 10e match. Ça fait 8 matchs qu'il réclame son assistant. Est-ce qu'on n'a jamais trouvé quelqu'un là-haut qui a le pouvoir
de les faire asseoir. Si le ministère des Sports n'a pas ce pouvoir-là, parce qu'on sent bien qu'il a perdu le contrôle sur le président de la Fédération camerounaise de football. Il faut bien que celui qui les a amenés à accepter le staff consensuel peut les mettre là. Ça veut dire qu'il n'y accorde pas d'importance. Pourtant, c'est de la plus grosse importance. Le coach vous parlait tout à l'heure de l'erreur de faire voyager l'équipe 5 heures. C'est véritablement une erreur. Il le dit en connaissance de cause. C'est une erreur. Mais c'est pourquoi parce qu'on dit que non, celui-là qui me refuse de mon assistant, on ne va pas accepter son hôtel là maintenant. Donc, chacun est dans... Excusez-moi, pourquoi j'avais dit cette décision-là n'était ni technique ni sportive. Ça a été une décision, on va dire, politique ou stratégique. Dans le sens, ça n'avait rien. En prenant cette décision, tu es conscient que elle va avoir un impact négatif sur voilà. Et la FECAFOOT ne peut pas l'accuser d'avoir pris cette décision, parce que là aussi sa responsabilité. Parce que si on vient seulement à la fin dire que non, il a pris cette décision, il avait tort. Mais vous avez pris lesquels? Vous avez pris lesquels qui ont entraîné cette... Je ne sais pas si tu me comprends, coach. Vous avez pris lesquels qui ont entraîné cette situation-là. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, maintenant où nous avons encore 4 matchs pour se qualifier, pour vraiment remettre de l'ordre dans cette tanière-là. Remettre de l'ordre dans cette tanière-là, sans manquer de respect à qui ce soit. Et ce n'est pas perdre, ce n'est pas faire profil bas que de dire que non, voilà, ça se passe comme ça. C'est possible de le faire et c'est important de le faire. Je vous disais tout à l'heure que je n'ai jamais cru que la fédération reculerait quand les joueurs ont fait leur sortie. Pas parce que la fédération est très forte, parce que ça n'aurait même pas eu de sens, parce que le problème est plus profond que ça. Ça n'aurait même pas eu de sens. Moi, j'interprète la sortie de Lyon comme une preuve de l'unité du groupe, une preuve de solidarité vis-à-vis d'un coach. Je crois que leur sortie a donné plus de force au coach, même pendant ce match. Vous constatez, il y a des matchs où le coach est perdu. Et pour la première fois, pour l'une des rares fois, j'ai vu au moment de l'hymne national, j'ai vu le coach a été enfin avec les autres. Généralement, il est à part. Mais là, il a été avec les autres. Et à la fin du match, j'ai vu le coach embrasser le coach David Pagou, saluer le coach Ntungupile. Des images qu'on avait pas. Donc c'est plutôt une marque d'unité, une marque vraiment d'union sacrée dans le groupe que j'interprète ça. Pas qu'on devait obtenir un résultat qu'on voulait faire plier le président, encore qu'ils savent qui est le président de la fédération. Je vais vous raconter une petite histoire. Et on va vous proposer la réaction de Serge Branco. Le président de la fédération camerounaise de football peut vous le dire. Quand il faut nommer Rigobert Song, et c'est lui-même qui le raconte, quand il faut nommer Rigobert Song, il essaie de consulter avant de soumettre sa liste à la présidence de la République. Il essaie de consulter. Et parmi ceux qu'il consulte, il y a 2 hautes autorités à la présidence de la République qu'il consulte, et l'un appelle l'autre, lui disent non, c'est une mauvaise idée, non, et lui démontre que non, ce n'est pas seulement une mauvaise idée, mais c'est même dangereux. Donc, et menace, et lui disent que non, vraiment, considère ça comme un rêve et oublie, ça ne peut pas marcher. Et lui, on raconte que dès qu'il sort de là, il n'est même pas encore dans son véhicule, il appelle, il dit apprêter la liste et envoyer à la haute hiérarchie pour agir. Et on appelle la liste, on envoie, et quelques jours après, la liste est validée. Pour dire que lui, il n'aime pas, dire que non, on m'a mis un ultimatum. Non, si c'est dit ultimatum, c'est vrai qu'il ne cédera pas, mais je n'interprète pas la sortie de Lyon comme un ultimatum qu'on lui a placé. N'attendons pas aussi, ne lisons pas ça avec un œil de puriste. Ce sont des joueurs, ils ne sont pas des experts de la communication, où ne commençons pas à chercher, c'est elle qui a transmis l'enveloppe, c'est elle qui a écrit, c'est elle qui a fait ça. L'autre souriait, l'autre a dit que c'était 3 pages, l'autre... Non, ça n'a pas de sens. Interprétons ça comme une preuve que l'équipe peut être ensemble, ce n'est pas une mauvaise chose. Je dis ça a beaucoup aidé Marc Brice, ça a beaucoup aidé. Vous voyez que Marc Brice, et ça, c'est une exclusivité que je vous donne, Marc Brice à la veille avait appelé les journalistes d'une chaîne de télévision pour dire rendez-vous à la fin du match.
j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et à la fin du match, il n'y a plus rien eu. Il n'y a plus rien eu. Donc, au moins, l'équipe a montré qu'on était avec le coach. Et je crois qu'il faut tirer le meilleur de là. Et comme j'ai dit, Marc Brice sait ce qu'il a fait, la FECAFOOT sait ce qu'elle a fait, le MINICEF sait ce qu'il a fait, la haute hiérarchie sait ce qu'il a fait. Si chacun s'y met, si l'intérêt est vraiment que nous allons aux États-Unis, voilà, qu'il le fasse et tout se passera bien. Le talent est là. Voilà, on va vous proposer d'écouter la réaction de l'ancien lion indomptable, champion olympique Serge Branco, qui s'est exprimé juste après la sortie des lions indomptables de mardi soir. Regardez. Une sortie des lions indomptables qui demande à ce qu'on intègre l'assistant du coach Brice Menunga sur le banc de touche. Je suis outré, je suis stupéfait, je suis dévasté de me rendre compte qu'aujourd'hui, les footballeurs, les lions indomptables, que je vais désormais appeler les lions Congossa, parce qu'ils interfèrent dans un domaine qui n'est pas le leur. Vous êtes là pour jouer au foot, vous êtes là pour bien jouer et donner des résultats. Ce que vous ne faites pas déjà. Actuellement, vous êtes la génération la plus nulle des lions indomptables du Cameroun. Quand on va prendre la génération de 1980, la génération de 90 et la génération dorée de 2000, jusqu'à présent, sur le terrain, vous n'apportez pas satisfaction. À la CAN, vous nous avez fait honte. Vous jouez contre les Chouavini, qui est l'ancien Swaziland. Vous n'arrivez même pas à faire 2 tirs au goal. Mais vous venez vous interférer dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Je ne suis pas sûr que celui qui a lu ce message-là, Vincent Boaka, ce capitaine-là, je ne sais pas s'il a le sait. Parce qu'avant de faire cette sortie, je ne sais pas qui vous a conseillé. Il fallait déjà vous référer à la convention qui lie la FECAFOOT à l'État du Cameroun. Le domaine administratif et le domaine sportif est géré par la FECAFOOT. Le domaine financier a une cogérance entre la FECAFOOT et l'État. Depuis quand les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun s'ingèrent dans la gestion administrative et technique de l'équipe nationale? Depuis quand? Vous êtes mal conseillé. Concentrez-vous sur le jeu à la veille d'un match où vous sortez d'une piètre prestation contre les Chouavili. Vous nous avez fait honte à la CAN. Vincent Boubacar, je ne sais pas si tu cours encore, tu es vieux, tu as quel âge? Excuse-moi d'employer ce langage. Monsieur Gandun, tu ne mérites plus d'être appelé dans cette équipe. Tu as le niveau d'un joueur de 2-0 aujourd'hui. Vincent Boubacar se balade pendant 90 minutes lors des 4-5 derniers matchs. On lui fait toujours confiance. L'équipe nationale aujourd'hui, ce n'est plus le mérite. On a l'impression que Brice a créé un groupe de joueurs pour attaquer, pour combattre la FECAFOOT. Et ces joueurs-là le lui rendent bien. Menunga, c'est qui? S'il était un bon coach, il devait entraîner au Congo. Vous ne vous offusquez pas quand Brice traite ses adjoints nommés par la FECAFOOT d'incompétents. Vous ne vous offusquez pas quand une légende comme François Omambiik est nommé et n'est jamais assis sur le banc. Une légende camerounaise. Mais vous venez faire un discours pour parler de Menunga, pour réclamer Menunga. C'est Menunga qui empêche Vincent Boubacar de marquer des buts. C'est Menunga qui vous empêche de gagner des matchs. Mais arrêtez ça. On est où là? On est dans quel pays là? On vous utilise pour régler les comptes aux gens et vous prenez un parti pris. Depuis quand dans l'histoire du football camerounais on a vu les anciens, les lions indomptables faire un discours pour parler de la gestion administrative et technique? Depuis quand? Mais arrêtez-moi ça. Ils font tous ces montages là avec cet entraîneur qui est tactiquement déjà nul. Brice, pour moi, tactiquement, n'est pas un entraîneur. Il est nul. On ne voit pas sa patte. Au début, il a eu 2-3 matchs de bluff. Mais depuis là, on est avec une équipe moyenne, avec des joueurs moyens. Concentrez-vous sur le sportif. Laissez le président de la FECAFOOT et le ministère des Sports gérer les différents. Laissez la FECAFOOT et l'État gérer les différents. On ne doit pas vous utiliser pour venir régler des comptes. Pour moi, vous êtes des lions Congossa. Bon, c'était la réaction de Serge Branco, ancien lion indomptable et champion olympique. Peut-être en quelques secondes pour sortir, on a enfin d'émission Jérôme Bango. Je vous ai vu sourire lorsque vous étiez en train d'écouter Serge. Oui, professionnellement aussi, il allait un peu plus loin. Donc je crois que... En disant quoi par exemple Voilà, que les Lions n'avaient pas de niveau, que certains joueurs étaient déjà vieillissants. Ça c'est vrai, mais bon, en tant qu'ancien footballeur... Il y a qui a quand même marqué hier. Oui, en tant qu'ancien footballeur, il y a des choses qu'on ne devrait pas dire à ses coéquipiers. Mais maintenant, là, ça ne regarde que lui. Il faut dire...
On l'a si bien défini sur ce plateau. Donc voilà, chacun a ses responsabilités. Donc voilà, les joueurs, s'ils l'ont dit, peut-être que ça a permis hier à apporter ces résultats-là. Suivant un tout petit peu ce que Colbert a dit sur ce plateau et voyons l'avenir de ce que ça pourra être. D'accord. Alors Martin Bidetanga, Serge Branco estime que tactiquement, c'est pas trop ça avec Marc Brice et que les joueurs sont utilisés justement pour régler le compte de la fédération. Je n'ai même pas suivi ce qu'il disait, qu'on règle le problème, que chacun fasse ce qu'il a lieu de faire. Marc Brice doit savoir ce qu'il a lieu de faire, donc se rapprocher de la fédération, reconnaître la Fédé et donc son président comme son employeur, qu'il sache faire amende honorable. À certains moments, tu vas venir, tu ne peux pas sortir, je ne sais pas quoi, du tirage au sort de la CAN. On te pose comment est-ce que tu trouves je n'ai pas peur du tout. Et à la Côte d'Ivoire, il dit je n'ai pas peur de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas peur du c'est enfantin même. Parfois, il cherche. C'est du ridicule même à la fois. C'est pour ça que Colbert parlait de provocation. Oui, c'est pour ça qui se rapproche de là où il faut. Pour que chacun fasse, que la Fédé, je pense que dès qu'il le fera d'ailleurs, la Fédé va mieux l'adopter, si je peux dire ainsi, et peut-être les choses vont aller mieux. Que le ministère joue également son rôle, et que s'il y a encore un blocage au très haut niveau, qu'on résolve ce problème. Tout le monde veut aller dans cette Coupe du Monde. L'État du Cameroun voudrait qu'on y aille, le ministère voudrait qu'on y aille. Tout comme la fédération. Le sélectionneur voudrait qu'on y aille. La fédération même voudrait qu'on y aille. Il y a des enjeux énormes. Réserver un peu. Le Cameroun ne va pas regarder la Coupe du Monde à la télé. Les discours, moi je n'ai pas suivi ça. Alors on termine par vous, Colbert Yompon, Serge qui estime que ce n'est pas au lieu de parler de la gestion administrative, encore moins technique, ce n'est pas leur rôle, selon lui. Je vais d'abord détendre l'atmosphère avant de dire quelque chose de plus sérieux. Pour détendre l'atmosphère, je vais dire que s'il y a un qui a quand même mouillé le maillot pour le président de la FECAFOOT, je ne me comprends que ça. Quand on parle d'Églisien, là, il porte le flambeau depuis avant, aux premières heures de la candidature du président. Quand on dit danser, il a fait l'ambasse B jusqu'à toucher le sol. Je ne sais pas pourquoi. En dehors du titre de commissaire de match, on n'a pas eu mieux pour lui jusqu'à présent. Donc, je crois que le président doit faire l'effort quand même. Pour ceux qui souffrent comme Branco, pour lui, de parfois... Il ne souffre pas. Non, je dis qu'il se donne pour... parce qu'il a dit sur ce plateau, étant l'un des amis de Samuel. Et puis, lorsqu'on est ami de Samuel, ça veut dire qu'on est pratiquement proche du milliard. Non, je ne dis pas que lui souffre. Je dis ceux qui se donnent pour lui. Il ne faut pas mal me comprendre. Maintenant, il faut être plus sérieux. Je crois que dans son envolée, dans son désir de plaire, il dit des choses inexactes et il fait preuve d'une inélégance. Inexacte, pourquoi? Parce que quand on connaît le parcours de Serge Branco dans ses sorties médiatiques, ce qu'il disait pendant la CAN, pendant que beaucoup critiquaient, il trouvait plutôt qu'il y avait du bon dans ce qu'il y avait à la CAN. Donc venir aujourd'hui critiquer cette équipe qui n'est même pas responsable. Quand vous prenez le 11 en 30 d'hier, combien étaient à la CAN? Quand vous retirez nous, Tolo, vous retirez Christophe Ewo, et vous retirez Zambo n'a même pas joué hier. Donc, quand Abouaka était blessé, donc lui-même n'était pas très engagé dans la CAN. Donc vous n'avez même pas trois. Donc venir mettre la CAN sur la contre-performance sur leur cas, c'est vraiment, je crois, mathématiquement, lui-même peut constater qu'il fait une sortie de la route, mais plus sérieusement. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Branco. Vraiment, je me suis toujours juré, parce que Branco, c'est un frère, je me suis toujours juré, par solidarité des gens de l'Allemagne, de ne pas le critiquer. Mais là, quand il va insulter, même dénigrer les Lions, quand même, je dois quand même lui envoyer une petite pique amicale. Quand il dit Ngade a le niveau d'un 2-0, Aboubakar court sans marquer les buts, je vais dire, Branco a la chance. Branco a 3 sélections chez les Espoirs, 270 minutes jouées. Il est champion olympique, ça on ne peut pas lui retirer. Chez les Lions, Branco a une sélection. En 2000 contre la Zambie, 2 minutes.
vous savez, dans les championnats en Europe, et le coach, pas en Europe, dans le monde entier, pour vous donner la médaille, il y a des conditions, et Jérôme est témoin, il faut que vous ayez joué un certain nombre de minutes. Ce qui fait que parfois, quand une équipe est déjà championne, on donne du temps de jeu aux gens pour qu'ils aient au moins droit à la médaille. Donc, si aujourd'hui on mettait une loi pour dire que pour prétendre à ancien international, il faut avoir au moins 5 sélections, Branco ne serait pas ancien international. Si pour une sélection, 2 minutes, vous dites que vous êtes ancien international et venir insulter Aboubakar à 48 buts, insulter Ngade qui, malgré son âge, il donne ce qu'il donne là. Je crois que c'est de la mauvaise foi, vraiment, qu'il apprenne à respecter ses petits frères. Nous allons le respecter. Merci bien, Colbert Rayompan, Jérôme Bango. Il est mort de rire. Martin Biletanga, merci d'être venu. Merci à toute l'équipe technique, François-Xavier Koua, Landry Yossa, la réalisation Miss Sportif. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Tu as dit que le voyage, c'était contre qui?